Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Après Delfrécy qui passe à table, voilà que les NUPES, LFI et Zelensky sont démasqués. On a l'impression qu'on assiste à un tournant un peu comme la bataille de Stalingrad a été un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Vous trouvez que j'exagère? Eh bien, vous me direz ce que vous en pensez à l'issue de cette vidéo. Vous êtes certainement au courant qu'un imam du Nord, du nom de Hassan Yakoussen, est sous le coup d'une expulsion. Il se trouve que le député de sa circonscription, David Guiraud, crie que c'est la nouvelle affaire Dreyfus, qu'il est innocent, qu'on l'accuse qu'il n'y a rien dans le dossier qui permette cette expulsion, alors qu'il y a une procédure qui dure depuis des années. Alors, ce David Guiraud qui prend la défense d'un imam, il faut savoir que cet imam est défendu par toute une série de mosquées de sa circonscription. Cela s'appelle évidemment du clientélisme, monsieur David Guiraud. Alors, on va regarder les faits. Qu'est-ce qui est reproché à cet imam? Eh bien, outre des situations irrégulières, etc., c'est quand même un imam qui est proche de la confrérie des frères musulmans. Il faut savoir que cette confrérie est officiellement classée comme organisation terroriste. Outre qu'elle est profondément antisémite, ce sont ces frères musulmans qui arrosaient d'acide les jeunes femmes qui bronzaient autrefois en Algérie ou en Égypte. Cela vous donne une idée de ces personnages. Eh bien, David Guiraud se fend d'un beau communiqué pour défendre Hassan Yakoussen. Et quant à Marianne, elle nous donne les faits. Vivant donc cet imam à Lourges, près de Valenciennes, Hassan Yakoussen avait contribué à tenir, selon les éléments recueillis par la préfecture du Nord, dont l'AFP a eu connaissance, des discours haineux envers les valeurs de la République, dont la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, et a développé des thèses antisémites. Il lui est reproché aussi d'inciter à une forme de séparatisme, d'alimenter des thèses complotistes autour de l'islamophobie. En l'espace de quelques années, la famille de Hassan Yakoussen, une des têtes d'affiche des frères musulmans en France, s'est constituée une formidable base arrière dans la région de Denain, en substance, entrisme dans les mairies et développement des réseaux religieux, certainement à l'intérieur d'un certain parti. Le tout avec la complaisance des pouvoirs locaux, devinez lesquels. Son fils Sofiane est notamment suspecté de plusieurs malversations commises entre 2013 et 2017, alors qu'il était responsable d'une structure d'insertion aujourd'hui dissoute. Voilà un petit peu le profil de Hassan Yakoussen et de sa famille. Et ce sont ces gens-là qui sont défendus par la France insoumise. Évidemment, ce sont leurs électeurs qui doivent contribuer certainement à leur élection, pas seulement en vote. Voilà, voilà. David Guiraud aurait mieux fait de se cacher parce que là, il a montré à la France entière qui était vraiment cette France insoumise, qui étaient vraiment ces NUPES. Alors, comme il a été attrapé les doigts dans la confiture, David Guiraud, il a été interpellé par Dupond-Moretti, qui a accusé les NUPES d'antisémitisme. Alors, de la part de Dupond-Moretti, la honte ne les touche pas. D'abord, il a quand même avoué il y a quelque temps qu'il avait voté pour ces NUPES, certainement pour des raisons politiques, pour essayer de faire passer quelques réformes. Manifestement, ça ne va pas se passer comme ça entre les NUPES et Dupond-Moretti. Et quand on est Dupond-Moretti, qu'on a défendu Mera, je crois qu'on est très mal placé pour donner des leçons d'antisémitisme. Voilà, voilà, cela est dit. Alors évidemment, comme leur image est ternie, eh bien, ils ont essayé de se reconstituer une vertu, ces NUPES, et ils ont envoyé au front une députée, oui, alors je vais essayer quand même de la décrire, peut-être que vous l'ignorez. Elle a écrit un roman où à l'intérieur, une femme tue un homme, elle tue un homme avec un épluchoir à légumes, elle épluche un homme. On sait que le grand rêve de cette députée, c'est de déconstruire des hommes. Bon, je crois que vous avez tous deviné qui c'est. C'est évidemment l'inérable Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau accuse Aurélien Pradier d'une sanction sévère parce qu'il aurait commis des propos homophobes. Vous remarquez qu'Aurélien Pradier dit « je n'ai jamais tenu de propos homophobes ». Alors d'abord, il y a une raison, d'abord il y a un argument, on ne peut pas tenir de propos homophobes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à moins d'être fou. Le contexte, si vous voulez, on est dans une époque où ce genre de choses n'est pas possible, et heureusement, attention, je ne suis pas en train de défendre ce genre de choses. Non, c'est absurde de l'accuser d'homophobie. Alors, quelles sont les pièces qui permettraient à Sandrine Rousseau d'accuser Aurélien Pradier
d'homophobie? Eh bien, c'est relativement simple. Elle était en train de dire qu'il fallait pas stigmatiser les malades de la variole du singe, hein, que c'était une honte, une telle attitude. Et Aurélien Pradier a dit il n'y a qu'une honte pour les singes. Alors, je pense que c'est dans le contexte que j'ai d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent qu'on débaptise le monkeypox parce que justement ça stigmatise ces pauvres singes. Ils ont peur que certaines personnes s'en prennent à cette variété poilue. Bon, est-ce qu'il y a un propos homophobe? Ben, moi, personnellement, non. J'ai l'impression qu'on est davantage dans un échange, mais je n'ai pas retrouvé. D'ailleurs, si vous les connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Il y avait, je ne sais plus, un député qui gueulait contre un type à la tribune et qui lui disait retirez la loi, retirez votre projet. Et le gars un peu excédé qui était à la tribune avait dit c'est votre père qui aurait dû se retirer. On est davantage dans la vanne assez traditionnelle dans l'hémicycle. Voilà, je pense que on est dans ce genre de choses. Aurélien Pradier, évidemment, est vraiment très surpris qu'on puisse l'accuser d'homophobie. Alors, ce que je trouve tout à fait inadmissible dans l'attitude de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle psychiatrise, c'est-à-dire qu'elle prête des mauvaises intentions à certainement à quelqu'un qui n'en avait absolument pas et qu'elle fait des amalgames. Et dans ces amalgames, en fait, cela traduit une certaine forme d'homophobie, puisqu'elle associe le singe, je veux dire qu'il y aura une honte pour les homosexuels et pour les singes. Vous voyez, c'est elle qui fait ce lien que personne, évidemment, n'avait fait. Et la chose la plus terrible, c'est qu'elle soupèse les mots, elle essaie de voir s'il n'y a pas des intentions. Eh bien, ce genre de procédé n'existe que dans les systèmes totalitaires. Nous avons l'exemple pur, là, en direct, de Sandrine Rousseau, d'un procédé totalitaire où elle prête des intentions qui n'y sont pas et elle essaie d'accuser quelqu'un d'un fait qu'il n'a pas commis. Bien, moi, j'ai l'impression de retrouver, en effet, les procès de Moscou et le stalinisme. D'autant plus que Sandrine Rousseau, en matière d'homophobie et d'antisémitisme, elle ferait mieux de balayer devant sa porte. Quand on voit sur la photo qui est présent, Taaf Bouaf, qui a tenu des propos homophobes et antisémites, Assa Traoré, dont les frères ont fait pique-pendre et en veulent à la République et à la justice, et elle s'affiche avec ces gens, c'est-à-dire avec des gens qui ne respectent pas les règles de la République. Et là, c'est factuel, des gens qui sont extrêmement dangereux. Et Sandrine Rousseau vient embêter un député en soupesant ses paroles, en lui prêtant des mauvaises intentions. Eh bien voilà, c'est ça la France insoumise, c'est ça les NUPES, ce sont des gens extrêmement dangereux. Et grâce à ces deux affaires, on s'aperçoit véritablement à qui on a affaire. Alors évidemment, vous allez me dire, on le sait depuis longtemps. Oui, je sais, bien sûr. Mais le fait que cela apparaisse, parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça, sur les réseaux sociaux, ça a été unanime. D'habitude, il y a des gens qui viennent, alors, à part évidemment les trolls de la France insoumise ou de NUPES, mais dans l'ensemble des gens qui avaient un peu de sympathie pour ce parti, là, ils se disent, oh là là, ils défendent les frères musulmans. Ils se sont affichés plusieurs fois avec des gens qui sont des truands et ils viennent donner des leçons de morale. Et on voit très bien, en fin de compte, ce que c'est que la France insoumise. C'est-à-dire, devant les plateaux de télévision, ils sont censés combattre le sexisme, ils sont censés combattre l'homophobie, ils sont censés combattre l'antisémitisme, mais dès qu'ils sont dans les quartiers pour, comment dirais-je, avoir des voix ou peut-être des financements, eh bien là, ils oublient leurs belles valeurs, leurs beaux propos. Ce sont des cyniques, des hypocrites, et je crois que la France se passerait bien de ce genre de personnes. On se porterait mieux sans eux. On va passer maintenant à l'affaire Zelensky parce qu'on a à peu près, on peut tracer le même parallèle. C'est pour ça que j'ai parlé qu'ils étaient démasqués. Le Figaro titre aujourd'hui, et c'est quelque chose d'assez intéressant, guerre en Ukraine, Zelensky accuse Amnesty International de tenter d'amnistier, oh là, il aime les jeux de mots, Zelensky, l'État terroriste de Russie. Alors là, on a vraiment la terminologie de Zelensky. Alors là encore, on regarde. Amnesty International accuse le pouvoir ukrainien d'utiliser des écoles, des hôpitaux, des endroits peuplés pour mener des attaques et se servir, grosso modo, ce qui avait été dit d'ailleurs par la Russie, d'utiliser en quelque sorte les civils comme boucliers humains. C'était une chose que les médias mainstream ne disaient pas, et en fin de compte, en donnant le rapport d'Amnesty International, eh bien, cela entache sacrément la réputation de Zelensky. Il faut savoir qu'au même moment, en Allemagne, et je l'ai vu dans des journaux, j'ai lu ça dans des journaux belges, mais dans toute une série de journaux, il y a des émissaires allemands pour négocier avec la Russie, et notamment le gaz. Les autorités européennes comprennent que si la guerre ne se termine pas, s'ils ne négocient pas avec la Russie, cet hiver, nous aurons des peines
des pannes, et j'en ai souvent parlé dans cette vidéo énergétique, et que les peuples se révolteront. Donc il faut absolument finir, et j'ai l'impression que Zelensky, petit à petit, va être relâché. Aux États-Unis, il y a même des gens qui commencent à dire non, il faut arrêter avec Zelensky, cette position n'est plus tenable. Quant aux exactions de l'armée ukrainienne, eh bien, vous aviez un organisme français qui s'appelle l'OFRA, hein, que certains connaissent, eh bien, qui avait lancé un rapport en 2018 qui avait expliqué certaines choses particulièrement épouvantables. En effet, l'armée, notamment Pravi Sector, qui est un groupe paramilitaire ukrainien, avait commis toute une série d'exactions sur les populations civiles. Si vous voulez le lire, vous pouvez faire un arrêt sur image. Il faut savoir qu'Amnesty International avait aussi dit dans les années 2015 et 2016 que ces groupes paramilitaires avaient commis des exactions sur les populations civiles du Donbass. Ces informations ont été strictement cachées pendant toute la guerre depuis février. Aujourd'hui, elles sont en train de réapparaître et elles ne réapparaissent pas innocemment. Il faut bien comprendre, hein, c'est qu'il y a vraiment des groupes aujourd'hui qui ne veulent plus soutenir Zelensky. Donc, on va laisser de côté la corruption en Ukraine, etc. et la guerre. Ce n'est pas mon propos. Moi, je juge essentiellement la politique. Eh bien, on a l'impression que ce soit l'Europe ou les États-Unis, toute une série de pays, Zelensky devient un véritable problème. Sa communication extrêmement outrancière gêne aussi les gens qui le soutiennent, hein, il faut bien le comprendre. Alors c'est pour cette raison que je pense qu'on assiste à un tournant. Vous me direz ce que vous en pensez, là encore, dans vos commentaires. Alors il y a quelqu'un dont on n'a pas véritablement parlé, eh bien, c'est notre président. Est-ce que je l'oublierai? Alors écoutez, je vais vous montrer une photo qui m'a beaucoup fait rire. Elle m'a beaucoup amusé. Parce qu'elle est lourde de signification. Au fort de Brégançon, Emmanuel Macron s'offre une première sortie en canoë. Ah. Alors évidemment, on voit bien l'astuce de communication, hein, vous vous en souvenez, il faisait du jet ski, là, du canoë, c'est beaucoup plus écologiste, faire des économies d'énergie. Mais en même temps, on a l'impression qu'en effet, il est bien tout seul sur son canoë et qu'il rame, le père Macron. Là encore, hein, dans ma démonstration, nous assistons à un tournant. Macron a vu un véritable enfer à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est un des titres du Figaro, je crois, ou je ne sais plus quel journal. C'est des journées noires qui succèdent à des journées noires pour ce gouvernement. Est-ce qu'ils tiendront longtemps? Bien, écoutez, nous verrons. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, plus exactement, vos soutiens, vos likes. Cette chaîne a pris énormément d'abonnés. Bah, c'est votre succès, hein, c'est vous qui la faites vivre et merci encore. C'est vous qui lui donnez une visibilité sur les réseaux sociaux. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a véritablement un tournant? Bien écoutez, moi honnêtement, hein, là je vois des choses que je ne voyais pas il y a 2-3 mois. On a l'impression que l'opinion est en train de changer. Je vais vous donner juste un exemple. En Australie, nous n'avons jamais eu autant de morts du Covid. Alors que nous sommes, pour certains, à la 4e dose. Et là, il y a des gens qui se posent véritablement des questions. Voilà, je vous l'ai dit, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, puis vous avez l'habitude de tout cela. Merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.